Bonjour à tous. Est-ce que vous savez que le Talmud ne consacre que quelques pages à l'histoire de Hanouka? En fait, il n'y a pas de traité de Hanouka. Il y a quelques pages dans le traité de Shabbat où on parle de Hanouka en effet. Dans ces petites pages, on ne nous parle que de Hanouka. Où est-ce qu'il faut mettre la Hanoukia, etc. Enfin, quelles sont les huiles qu'on peut utiliser. Et puis tout d'un coup, en plein milieu, sans rapport avec rien du tout, il y a quelqu'un qui nous dit « Savez-vous pourquoi dans l'histoire de la vente de Yosef par ses frères, il est écrit que le puits dans lequel ils l'ont jeté, c'était un puits vide et il n'y avait pas d'eau ?» Vous savez que dans la Torah, il n'y a pas de mot inutile. Donc si on dit qu'il est vide, on peut en conclure qu'il n'y a pas d'eau. Et le Talmud de dire, non, c'est pour te dire que de l'eau, il n'y avait pas, mais il y avait autre chose. Il y avait des serpents, des scorpions. Bon, très bien. Et puis juste après, on reparle de Hanouka. Et donc la question se pose, quel rapport entre la vente de Yosef et l'affaire Hanouka qui occupe toutes ces pages de Gemara? Bonne question. D'autant plus que, malgré la complexité que nous avons à fixer l'année juive, vous savez que l'année juive, si vous demandez à un non-juif combien il y a de jours dans l'année, il te répondra 365 jours. Tu demandes à un juif combien il y a de jours dans l'année, il y a au moins 6 réponses possibles, elles sont toutes justes. Ouais, c'est un peu compliqué. Et alors normalement, les parashiyot, c'est-à-dire les parties de la Torah qu'on lit chaque Shabbat, ne correspondent pas toujours à la même date. Des fois c'est à une date X, des fois c'est une date Y. Par contre, chaque fois qu'on célèbre Hanouka, figurez-vous, dans le passage de la Torah qu'on lit, ce qu'on appelle la paracha, c'est toujours la paracha de Yosef, toujours l'histoire de Yosef vendu en Égypte et ce qui lui arrive là-bas et ses frères. Donc il semblerait qu'il y a un rapport, qui n'est pas très clair, mais un rapport entre Hanouka, la fête des Lumières, et ce qui s'est passé il y a très très longtemps, les frères de Joseph, l'inimité qu'il y avait entre eux, la vente, etc. Alors quel est le rapport? Il y a plusieurs réponses qui ont été données à cette question. Moi je vais vous proposer celle du Shla HaKadosh. Le Shla HaKadosh, c'est un Mekoubal. Mekoubal, ça veut dire quelqu'un qui a étudié la Kabbalah, et on le voit dans ce qu'il écrit. Il est très influencé par toutes sortes de thèmes kabbalistiques. Alors moi, c'est pas mon truc. Si quelqu'un m'avait pas dit regarde ce que dit le Shla là-dessus, c'est pas mon livre de chevet obligatoirement. Mais c'est vrai que ce qu'il dit, c'est particulièrement intéressant. Alors, je vous la fais courte, mais essayez de vous concentrer parce que c'est un petit peu différent de ce qu'on apprend en général. Alors voilà, la famille de Yaakov est une famille désunie. Les frères ne s'entendent pas. Nous, les lecteurs de la Torah, on le saura qu'à la paracha de Vayeshev, c'est-à-dire au moment des rêves de Yosef, au moment de la tunique multicolore que son père lui offre, là on s'aperçoit que vraiment ça ne va pas. Ça ne va pas des deux côtés, c'est-à-dire les frères sont très agressifs, ils vont finir par vouloir le tuer, et finalement ils ne feront que le vendre, ce qui n'est déjà pas sympathique, et Yosef de son côté, il n'est pas non plus complètement pur et complètement blanc. Il raconte, tu peux rêver des rêves de grandeur, ça nous arrive à tous, enfin à certains, mais tu n'es pas obligé de les raconter après. Mais lui, il rêve et il les raconte, tout le monde se poste devant moi, il raconte ça à ses frères, et c'est très bien que ça ne va pas obligatoirement semer l'amour entre les parties. Et après, il le raconte aussi à son père, et puis on nous dit cette phrase un peu bizarre, Vayave Yosef et Dibatam Ra'a. El Aviem, Joseph racontait à son père, un rapporteur quoi, il racontait ce qui n'allait pas. Quand les fils de Léa disaient quelque chose sur les fils des servantes, eh bien quelque chose de pas sympathique, eh bien Yosef le rapportait à son père. Bon, c'est pas la meilleure manière de régler le problème, on le sait bien. Jacob, il voit tout ça. Il voit tout ça avant que nous, les lecteurs, nous le voyons. Mais pas au moment de la naissance, au moment de l'adolescence de ses enfants, parce que là, rappelez-vous, il était chez Lavan, son patron, qui lui est un patron le pire de tout Moyen-Orient, donc il ne pouvait pas s'occuper de l'éducation de ses enfants. Il était toujours en train de se préoccuper de savoir comment est-ce qu'il allait le tromper, et comment est-ce qu'il fallait faire pour ne pas se faire tromper, etc. Donc, l'éducation des enfants, à qui il les avait laissés, à leurs mères respectives. Sauf que les mères en question, comme vous l'avez compris, ce n'est pas la solution du problème, elles font partie du problème réel. Et donc c'est seulement au moment où il quitte Lavan, sur le chemin du retour, qu'à ce moment-là il se rend compte que finalement ses enfants sont divisés en deux, ceux qui parlent trop, Yosef, et ceux qui sont trop agressifs, les enfants de Léa. Et il se demande comment ça va, on va pouvoir résoudre le problème. Est-ce que c'est un problème qu'on peut résoudre? Et alors, vous allez me dire, mais quel rapport avec Hanouka, tout ça? Mais j'y viens. Le Shla HaKadosh, le Shla, donc, il s'appelle Horowitz, en fait, son vrai nom. Le Shla, c'est parce qu'il a écrit des livres qui s'appellent Shnei Luchot Habrit, et c'est l'acrostiche. Shnei Luchot Habrit, les deux tables de l'Alliance. Bon, en tout cas, dans ce fameux livre, le Shla nous dit, si tu veux connaître le rapport entre Hanouka et Yosef, eh ben, t'as qu'à voir dans la paracha de Vayishlach, c'est la paracha qui précède Vayeshev, qui précède les rêves, etc. Et t'as qu'à regarder là-bas, au verset 25 du chapitre 32, mais dans Rashi. Bon, alors toi, t'es un garçon bien, tu fais ce que le Shla te demande, tu ouvres le Chumash, tu ouvres Vayishlach, et tu t'aperçois qu'il s'agit en fait du moment où Yaakov traverse le fameux Nahar, le fameux fleuve qui sépare la Syrie, si vous voulez, d'Israël, et il arrive avec toute sa famille, et puis tout à coup, nous dit le texte, il se retrouve tout seul. Vayivater Yaakov Levado. C'est bizarre qu'il se retrouve tout seul. Il était avec tout le monde, où sont-ils tous passés? Il se retrouve tout seul, et là, ce qui va arriver, c'est la fameuse rencontre avec
cet homme ange, vous savez, il va se battre toute la nuit, etc., etc. Nous dit le Shla, regardons ce que dit Rashi sur Vaïvater Yaakov Levado, il s'est retrouvé tout seul. Et Rashi dit, pourquoi il s'est retrouvé tout seul? Il a oublié des petites fioles, il est allé les chercher de l'autre côté du fleuve. Et c'est là qu'il s'est fait attaquer. Vous savez comment est-ce qu'on dit des petites fioles en hébreu? Pachim ktanim. Et vous savez comment est-ce qu'on appelle la petite fiole de Hanouka? Par katan. Et là, vous imaginez le Shla avec un grand sourire, et tu vois, voilà le rapport. Il est allé chercher des petites fioles, c'est Hanouka. Ah oui, mais quel rapport? La petite fiole qu'il a oubliée là-bas, qu'il est allé chercher là-bas, quel rapport avec Hanouka? C'est que, nous dit le Shla, nos sages, quand ils parlent en général, ils parlent avec des codes. Bon, à l'époque, tout le monde les connaissait, ces codes, pas besoin d'expliquer. Mais avec le temps, ça s'est perdu. Mais nous, les kabbalistes, comme le Shla, nous, on a reçu cette fameuse enseignement, cette tradition, et donc on va vous expliquer quels sont les codes. Par exemple, quand on dit par, quand on parle de petites fioles, n'allez pas croire que c'est vraiment des petites fioles. On parle d'autre chose. Alors là, tenez-vous bien, accrochez-vous, parce que ça va être un petit peu compliqué. Il y a des lettres en hébreu qui changent de forme suivant leur emplacement dans le mot. Si c'est au début du mot, ils sont écrits d'une certaine manière, si au milieu du mot, et à la fin du mot, ils sont écrits d'une autre manière. Prenez par exemple la lettre Kaf. La lettre Kaf, elle s'écrit comme ça, vous voyez, comme une sorte de carré auquel il manque un côté, quand elle est écrite au début, au milieu du mot. Mais si elle est écrite à la fin du mot, hop, elle s'écrit comme ça. Et alors, les spécialistes de l'écriture, le Kaf du début du mot, on l'appelle le Kaf fermé. Ah oui, il est fermé. Et puis, celui de la fin du mot, on l'appelle le Kaf ouvert, le Kaf patouar. Prenez la lettre P. Elle s'écrit comme un Kaf, mais pas tout à fait. Et là aussi, quand elle est au début du mot, elle s'écrit comme ça, fermée. Et puis quand elle est à la fin du mot, elle est ouverte. P patouar. Et alors, nous dit le Shla, ce sont des symboles tout ça. Parce que Kaf, ça veut dire également la poignée, la main, le poing. Alors le poing, il peut être soit fermé, soit ouvert. S'il est ouvert, c'est un signe de générosité. S'il est fermé, c'est un signe d'agressivité, voire de radinerie. Et puis le P, ça veut dire également la bouche. Et la bouche aussi, elle peut être soit ouverte, soit fermée. Alors Yaakov, en fait, quand il voit ce qui se passe dans sa famille, il se dit, mais comment on en est arrivé là? Comment mes enfants se divisent en deux, ceux qui parlent trop, la bouche ouverte, et ceux qui sont trop agressifs, le poing fermé. Où est passé les valeurs inverses que j'ai reçues de mon grand-père Abraham, qui lui, au contraire, il parlait peu, et il agissait beaucoup. Il a dit à ses invités, je vais vous faire un petit peu d'eau, un petit peu de pain, et puis il leur fait un grand festin. Et alors comment ces valeurs se sont inversées tout d'un coup? Comment la bouche fermée est devenue la bouche ouverte? Comment le poing ouvert est devenu le poing fermé? Alors en hébreu, si vous voulez choisir entre les 4 lettres dont on vient de raconter la forme, si vous voulez choisir les 2 qui représentent les valeurs d'Abraham, c'est la bouche fermée, P, et la main ouverte, Kaf. Et ça fait le mot par, la fiole. Donc la fiole finalement symbolise, c'est un langage codé pour dire la bouche fermée et la main ouverte, le côté généreux. Shachar Pachim Tanim, il a oublié le par, il est allé le chercher, ça veut dire en fait, il s'est demandé où se trouve le vrai par, où est passée la petite fiole, où est passées les valeurs d'Abraham, où sont-elles passées, est-ce qu'on peut encore les récupérer? Et puis finalement, en pleine réflexion, évidemment il s'est mis tout seul, parce qu'avec le bourra qu'il y avait avec tout le monde, il ne pouvait pas réfléchir, donc il a traversé le fleuve de l'autre côté pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et là donc, en pleine réflexion, l'attaque, le sar de Esav, comme l'appellent nos sages, c'est-à-dire celui qui représente tous les antisémites du monde à travers les siècles, vous voyez. Et il l'attaque pendant toute la nuit, traduisez pendant tout l'exil. Pendant tout l'exil, il y aura ces conflits entre Israël et ceux qui ne l'aiment pas. Et puis finalement, lorsque le soleil se lève, nous dit le texte, c'est-à-dire à l'aube, au moment où l'exil est terminé, et on revient sur notre pays et la Géoula approche, et bien à ce moment-là, Yaakov est tout étonné qu'ils soient encore vivants. Il a vu qu'il n'arrivait pas à le vaincre, l'antisémite en question. Mais il boite, parce qu'il a été touché à son point faible. Et vous savez où est-ce qu'il a été touché? Nous dit le texte, Bekaf Yerech Yaakov. Il a été touché à la hanche. La hanche, ça se dit également kaf. En fait, tout ce qui est un petit peu comme ça s'appelle kaf en hébreu. Même la cuillère s'appelle kaf. Le kaf yerer, c'est la hanche. Il a été touché à la hanche. Et yerer, ça veut également dire la descendance. Yotzei yerer Yaakov shivim nefesh. 70, c'était les descendants de Yaakov. Kaf yerer, ça veut dire si ta descendance est sous le signe du kaf et pas du par, c'est-à-dire sous le signe du poing fermé et de la bouche ouverte, ne t'étonne pas que ceux qui te veulent du mal autour de toi attendent que ça pour pouvoir toucher ton point faible. En fait, quand Israël est attaqué, c'est jamais à cause des ennemis qui sont à l'extérieur. Les ennemis qui sont à l'extérieur, ils sont toujours présents, ils attendent que l'occasion finalement. Et l'occasion, elle vient quand? Lorsqu'Israël montre au monde entier qu'il a oublié son part, il a oublié les valeurs de solidarité, et au contraire, il se déchire avec ceux qui parlent trop et ceux qui sont trop agressifs. Et alors à ce moment-là, les ennemis pensent que le moment est venu d'attaquer Israël, et c'est ainsi que, même si on s'en sort finalement, on s'en sort toujours, il y a une promesse que finalement on s'en sort vainqueur, oui, mais on boite, et ça fait mal. On est blessé, et ça fait mal. Et l'histoire de Hanouka, si vous voulez, c'est une histoire qui ressemble beaucoup. Ça a commencé aussi à cause des Grecs, ça a commencé à diviser le peuple entre les hellénisants et ceux qui étaient au contraire respectueux des traditions, et ils ne s'aimaient pas, entre deux, ils ne s'aimaient pas. Alors les hellénisants racontaient, parlaient beaucoup, dénonçaient
on les appelle les délateurs là-bas dans les textes. Ils dénonçaient ceux qui continuaient à faire la Mila, à faire le Shabbat, aux autorités grecques. Et les autres, pour se venger, ils ne pouvaient pas parler parce que personne ne les écoutait. Mais par contre, de temps en temps, ils faisaient, ils donnaient des coups de poing et quelquefois pire, nous racontent les textes. Et donc, on était dans la même ambiance que les fils de Yaakov. Ouais, sauf que là-bas, on a trouvé un petit parc, on a trouvé une petite fiole. C'est-à-dire que Matityahu, toute la famille de Matityahu, ils étaient peut-être d'accord avec idéologiquement avec l'un des deux côtés, mais ils voyaient cette Ahavat Israël, ils voyaient cette unité que le peuple devrait avoir, et donc ils ont dit, écoutez, les problèmes qu'on a à l'intérieur, on va régler plus tard, mais l'urgence, c'est de mettre les Grecs dehors. Et tout le monde est venu derrière eux, et c'est comme ça qu'on a chassé les Grecs. Et après, on peut continuer à discuter. Mais bon, il fallait que les Grecs soient dehors. Et c'est-à-dire, cette unité retrouvée, c'est grâce au parc Katan, grâce à la petite fiole, une petite famille de rien du tout à Moudine, mais qui a permis de rallumer la menorah entière. Et pour reprendre, si vous voulez, l'expression du Shla, Hanouka, qu'est-ce que c'est? C'est le tikkun de Yosef, c'est la réparation de Yosef. On parle du même état difficile de désunion, et puis on arrive finalement à la grande victoire. Il suffit d'un petit parc, il suffit d'avoir un petit peu de gens quelque part dans le pays qui ont suffisamment conscience de l'importance de la solidarité entre nous pour fermer la bouche et pour ouvrir la main, pour être généreux, mais pas parler les uns contre les autres, pour que la menorah puisse s'allumer à nouveau et que la victoire puisse également être de notre côté. Si ça vous rappelle quelque chose qui nous est arrivé les mois qui viennent de passer, c'est pas un hasard. Chag Sameach.